Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Prestation de serment le 22 janvier du nouveau président du Libéria, Joseph Boakai. À 79 ans, ce vétéran de la vie politique libérienne devient le troisième président démocratiquement élu du pays et entame un mandat de 6 ans. La Somalie reçoit un soutien de poids dans le différend qui l'oppose à l'Éthiopie. L'Égypte se range du côté des autorités somaliennes en rejetant l'accord maritime conclu début janvier entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Et le gouvernement soudanais suspend les activités de tous les groupes de la société civile créés pendant la révolution et pendant le conflit armé entre généraux. Une mesure drastique face à la persistance de l'instabilité politique et sécuritaire depuis avril 2023. Mais tout d'abord, la liberté de la presse régresse en Afrique subsaharienne selon un récent rapport du Comité pour la protection des journalistes. Le nombre de journalistes incarcérés est passé de 31 en 2022 à 47 au 1er décembre 2023. Ce rapport classe l'Érythrée en tête des pays africains les plus restrictifs en termes de liberté de la presse, avec 16 journalistes emprisonnés, suivi de l'Éthiopie avec 8 journalistes incarcérés et du Cameroun avec 6 journalistes derrière les barreaux. Notons qu'avec l'émergence du numérique et des nouvelles lois sur la presse dans plusieurs pays, des inquiétudes se font ressentir par les professionnels de l'information concernant la criminalisation persistante du journalisme. Joseph Boakai entame un mandat de 6 ans à la tête du Libéria. Le troisième président démocratiquement élu du pays a été investi le 22 janvier. Il avait remporté l'élection présidentielle d'octobre 2023 avec 50,64% des suffrages face au président sortant George Weah qui avait reconnu sa défaite lors de l'annonce des résultats. Plus de détails avec Mildred Diam. Joseph Boakai a été officiellement investi 26e président de la République du Libéria le 22 janvier 2024. La cérémonie d'inauguration s'est tenue au Capitol Building à Monrovia en présence de plusieurs chefs d'État et délégations. Élu lors de la présidentielle du 10 octobre 2023 avec 50,64% des voix contre 49,36% pour George Weah. Joseph Boakai entame un mandat de 6 ans à la tête du pays. À 79 ans, il devient le troisième président démocratiquement élu du Libéria depuis la fin de la guerre civile en 2003. Le peuple m'a confié le mandat de devenir le 26e président de la République du Libéria. Il s'agit d'un appel clair en faveur d'un nouveau Libéria, d'un Libéria différent, d'un Libéria où chacun pratique l'état de droit et adhère aux termes de la gouvernance démocratique dans l'intérêt du peuple. La victoire électorale de Joseph Boakai a été considérée comme un espoir pour le peuple libérien. Les regards sont désormais portés vers le nouveau dirigeant pour relever les défis de la corruption, de la pauvreté, du renforcement du système judiciaire et des institutions et du développement des infrastructures notamment. Joseph Boakai devrait œuvrer au relèvement économique du Libéria à travers la création d'emplois, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et l'augmentation de l'attractivité du pays pour des investissements. Les élections sont terminées. L'esprit partisan doit céder la place au nationalisme et à une gouvernance inclusive. La cérémonie d'investiture de Joseph Boakai a connu des interruptions en raison de malaise du chef d'État lors de son discours attribué à la chaleur. Certains opposants avaient exprimé leurs inquiétudes quant à son âge et à son état de santé lors de la campagne électorale. En termes de priorité, Joseph Boakai avait indiqué dès son élection que les 100 premiers jours de son mandat se concentrerait sur la réduction des prix des aliments de base, les infrastructures routières et l'amélioration du secteur de la santé. Le président Boakai a aussitôt procédé à 5 nominations au sein du gouvernement en attendant la confirmation du Sénat. C'est également le 22 janvier que le président béninois Patrice Talon a rencontré les 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, dont celui de l'opposition, les démocrates. Le chef de l'État béninois, réélu en 2021 pour un 2e mandat, a rassuré sur son départ du pouvoir en 2026. Les précisions de Samantha Saberou Saboubanga.
Le président du Bénin, Patrice Talon, a rencontré le 22 janvier 2024 les parlementaires de l'opposition. Au menu des échanges, la révision de la Constitution et la modification du code électoral. Durant cette rencontre, le chef de l'État béninois a réitéré sa détermination à respecter la limite constitutionnelle des mandats. Ces éclaircissements surviennent dans un contexte de débat politique animé par la perspective d'une nouvelle réforme constitutionnelle. Nous pouvons dire qu'il y a une certaine résurrection des réflexes démocratiques au Bénin après les épisodes noirs et sombres ayant émaillé les processus électoraux depuis 2019. Il faut peut-être inscrire cette démarche de recherche du consensus engagée par le chef de l'État comme étant une preuve supplémentaire pour dissiper les craintes, pour dissiper les doutes quant à sa réelle volonté de céder le pouvoir en 2026 au terme de son second quinquennat. La loi électorale béninoise a été adoptée en novembre 2019 et modifiée en juin 2020 par la 8e législature composée uniquement de députés des deux principaux partis politiques de la coalition au pouvoir, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Le texte comporte des incohérences que la Cour constitutionnelle demande de corriger. En effet, dans une note datée du 4 janvier 2024, la Cour constitutionnelle du Bénin a demandé aux députés de corriger le code électoral pour avoir un calendrier cohérent avec des dates qui ne se chevauchent pas. Dans la Constitution qui a été révisée en 2019, il a été clairement consigné que nul ne pourra faire plus de 2 mandats présidentiels de sa vie. Et en engageant les acteurs politiques dans une démarche de dialogue autour des sujets les plus sensibles, notamment en ce qui concerne la révision du code électoral, éventuellement une nouvelle révision de la Constitution, il est clair que le chef de l'État, à tout le moins dans le discours officiel qu'il a eu à tenir, que le chef de l'État veut donner davantage des gages d'assurance. Face aux députés des partis les démocrates et l'Union progressiste Le Renouveau, le président Talon a affirmé ne pas être demandeur d'un 3e mandat et a exprimé sa volonté de ne pas se présenter à un 3e mandat, conformément aux dispositions de la Constitution de 2020. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi exprime son soutien à la Somalie dans le différend qui l'oppose à l'Éthiopie. Le chef de l'État égyptien se range du côté des autorités somaliennes en rejetant l'accord maritime signé début janvier 2024 entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland, un désaccord qui secoue la Corne de l'Afrique. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. En recevant dimanche 21 janvier 2024 son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a exprimé son soutien à la Somalie contre toute menace à sa souveraineté, rejetant l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland. Cette démarche de solidarité sert également les intérêts stratégiques de l'Égypte dans sa rivalité avec l'Éthiopie. La Somalie est un État arabe, membre de la Ligue arabe, qui a le droit en vertu de la charte de la Ligue des États arabes de se défendre conjointement contre toute menace. Ces propos ne visent pas à menacer qui que ce soit, mais à faire comprendre à chacun que nous ne permettrons à personne de menacer la Somalie ou de s'en approcher. L'Éthiopie a signé le 1er janvier 2024 un protocole d'accord avec le Somaliland octroyant une surface maritime d'une 20aine de kilomètres à l'Éthiopie. La Somalie voisine rejette catégoriquement ce projet signé avec cette région séparatiste, dénonçant une menace à son intégrité territoriale. Le protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland suscite l'inquiétude de la communauté internationale. À l'instar de l'Union africaine, les États-Unis, l'Union européenne ou encore la Ligue arabe ont appelé au respect de la souveraineté somalienne et invitant à des négociations constructives.
La mer Rouge est un enjeu fondamental pour le commerce et la sécurité au niveau mondial, ainsi que pour les opportunités présentes et futures de toutes les nations, en particulier celles qui sont situées en bordure de la mer Rouge et du golfe arabo-persique. La Somalie a le privilège d'avoir ce grand intérêt géopolitique et ne permettra pas que la moindre parcelle de ce territoire soit saisie par un autre État sans le consentement de l'État souverain somalien. Pour l'Égypte, cet alignement avec la Somalie va au-delà du soutien diplomatique. Il représente une tactique de pression indirecte sur l'Éthiopie. En se présentant comme un défenseur de la souveraineté somalienne, l'Égypte envoie un message fort à l'Éthiopie, illustrant sa volonté de former des alliances régionales pour contrecarrer les initiatives éthiopiennes. L'alliance égypto-somalienne, bien que circonstancielle, pourrait avoir des implications à long terme sur l'équilibre des pouvoirs dans la Corne de l'Afrique. Le Soudan est le théâtre d'un conflit armé entre généraux depuis 9 mois. Face à l'instabilité politique et sécuritaire, le gouvernement soudanais a décidé de suspendre les activités de tous les groupes de société civile qui ont été créés pendant la révolution de décembre 2018 ou plus tard pendant le conflit armé. Alors pourquoi une telle décision? Élément de réponse avec Nathalie Moho. Le gouvernement soudanais a pris des mesures radicales contre les organisations de la société civile, OSC, établies dans le pays. L'exécutif a suspendu les activités de toutes les organisations de la société civile créées dans le pays depuis la révolution soudanaise du 19 décembre 2018. La décision se justifie par la persistance de l'instabilité politique et sécuritaire dans le pays, a indiqué un communiqué du 19 janvier 2024. Le gouvernement accuse implicitement les OSC de soutenir les groupes armés rebelles sous le couvert d'actions humanitaires. Une suspension prolongée pourrait rapidement devenir un catalyseur des tensions déjà exacerbées ou naissantes et pourrait aussi conduire à la régression du Soudan qui pourtant donnait l'impression d'une stabilité progressante. La mesure du gouvernement au Soudan vise principalement les forces de la liberté et du changement, le FCC, une coalition de partis politiques et d'associations opposées au gouvernement militaire. Les autorités soudanaises ont ordonné la dissolution des comités locaux de cette organisation et instruit le gel de ses avoirs bancaires ainsi que l'inventaire de son patrimoine. Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui a bénéficié des actions des FFC lorsque ceux-ci ont chassé le général Omar el-Béchir du pouvoir, craint que la même arme se retourne contre lui. Au Soudan, le vent démocratique qui a soufflé sur le pays entre 2018 et 2019 a été vivement favorisé par l'action du FCC. Cette organisation et ses alliés font face au blocus de la charte révolutionnaire pour l'établissement du pouvoir populaire qui régit le travail des comités de résistance depuis janvier 2023. Avec la suspension de leurs activités, le gouvernement a annoncé la création de comités de facilitation alternatifs composés de 7 membres apolitiques chacun dans les villes et les villages. La phase de poule de la CAN 2023 de football vit ses dernières heures en Côte d'Ivoire puisque les derniers matchs de la 3e journée et dernière journée d'ailleurs se jouent ce mercredi 24 janvier pour les groupes E et F. C'est donc ce soir que nous connaîtrons les équipes qui accèdent aux 8e de finale. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Gladys. Alors on revient d'abord avec vous sur les matchs de ce mardi. Oui, il s'est passé beaucoup de choses Gladys ce mardi en Côte d'Ivoire car 2 équipes étaient attendues. Il s'agit du Cameroun et de l'Algérie pour une qualification 8e de finale de cette CAN où tout le monde tremblait des deux côtés. Donc le film des événements, regardez, en image d'abord. Le match Guinée-Sénégal avec d'une part la Guinée qui rencontrait le Sénégal pour se qualifier. Les Lions de la Teranga l'emportent 2-0 grâce à Abdoulaye Seck et Liman Diaye, 60e et 80e minute de jeu. Le second match de ce groupe, il s'agissait des Lions indomptables face à la Gambie. 3-2 pour l'équipe des Lions indomptables avec l'ouverture du score par Karl Toko Ekambi d'une tête, puis l'égalisation d'Abli Jallo pour la Gambie qui repasse devant à la 85e minute grâce à Ibrahima Kone
Et donc, la pression subie par les Gambiens, et, bien, par l'intermédiaire de James Gomez, qui marque contre son camp. Et Christopher Rowe, qui a été l'un des meilleurs joueurs de ce match, a marqué le dernier but pour l'équipe du Cameroun, 3-2. Il a marqué à la 91e minute de jeu, Gladys. 2 matchs également en groupe D. L'Algérie a souffert. Oui, c'est vrai. Les étalons d'abord du Burkina Faso ont été stoppés dans leur élan par l'Angola, 2-0, grâce à Mabou Loulou à la 36e minute. Et ensuite, en fin de rencontre, par Zini à la 37e minute de jeu. Puis, vous l'avez dit, l'Algérie contre la Mauritanie, un match à couper le souffle. Les Morabitoun n'ont pas cédé devant une équipe des Fennecs qui va mal depuis quelques mois. Il était très physique pour impressionner l'équipe de Mauritanie qui ne retrouve plus son jeu. C'est vrai, il faut le dire, l'Algérie depuis quelques mois. Et Belmadi est sous la menace. L'Algérie qui a commis quelques maladresses. Les Morabitoun ont donc mené, ou est plutôt marqué à la 37e minute grâce à Mohamed Dela Ali d'une frappe qui a touché le poteau. Et le ballon a ricoché donc dans les buts. Un mouvement de colère du côté des supporters algériens et un entraîneur limogé. Oui, quelques images d'abord en colère, bien sûr, ces supporters algériens qui ont tenté de s'introduire de force dans l'hôtel de la sélection car ils voulaient s'expliquer avec le sélectionneur et les joueurs après l'élimination de leur pays dans ce premier tour de la CAN. Et puis vous l'avez dit, il a été limogé. Il s'agit de Chris Houghton, le sélectionneur irlandais du Ghana, qui a été donc démis de ses fonctions après le revers des Black Stars à cette CAN. Et en phase de poule, les frères Ayou et les autres joueurs du Ghana des Black Stars doivent être bien déçus. Le point maintenant sur les qualifiés et le programme à suivre. Oui, alors, pour le classement en groupe C, Sénégal vire en tête avec 9 points. Devant le Cameroun, la grosse surprise, 4 points qualifiés, ces deux équipes. Guinée qualifiée aussi pour être meilleur troisième. Guinée-Conakry et Gambie terminent à la dernière place. Le tableau maintenant du groupe D avec l'Angola qui termine en tête, 7 points. Deuxième, le Burkina Faso, 4 points. Troisième, la Mauritanie qui se qualifie aussi, meilleur troisième, 3 points. Et l'Algérie éliminée avec seulement 2 points. Sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Nous connaissons les affiches. Nigeria-Cameroun, ce sera ce samedi 27 janvier. L'Angola attend son adversaire. Le match aura lieu le 27. Guinée équatoriale contre Guinée-Conakry. Les deux Guinées face à face, dimanche 28. Égypte attend son adversaire. Le match aura lieu le 28 janvier. Cap-Vert-Mauritanie, lundi 29. Sénégal attend son adversaire. Le match aura lieu le 29. Et Burkina Faso, dans l'attente également de son adversaire, ce sera le 30 janvier le match. Alors Rigobert Song a changé de plan. Il mise sa confiance sur Karl Toko Ekambi maintenant. Mais il a donné une consigne claire. Écoutez. Aujourd'hui, je tiens à féliciter mes joueurs qui ont fait preuve de patriotisme et de fighting spirit. Ils commencent à prendre conscience que le football camerounais est différent des autres. Je tiens à les féliciter pour cette prestation. Et dans tout ça, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, n'est pas rassurée, José. Non, humilié par le dernier match de poule contre la Guinée équatoriale 4-0, les éléphants conservent une petite chance encore de se qualifier, mais il faut attendre les matchs de ce soir. Quelqu'un est montré du doigt dans cette équipe, il s'agit du sélectionneur Jean-Louis Gasset, qui disait ceci après la douche froide. On a un problème d'efficacité. Il était le match d'avant contre le Nigeria. Je vous avais dit, si on avait ouvert le score en première mi-temps, c'était pas du tout le même match. Aujourd'hui, c'est le même discours. En 180 minutes, on n'a pas marqué un but et pourtant, on a essayé de mettre encore plus d'attaquants pour revenir au score. On va espérer, mais quand on attend le résultat des autres, c'est pas bon signe. Et on termine avec les affiches de ce mercredi 24 janvier. Oui, en groupe E, donc à 18h, soit 17h GMT, il y aura Afrique du Sud contre la Tunisie et la Namibie contre le Mali. Gros match. Rien n'est définitivement joué dans ce groupe. Il faut gagner pour sauvegarder ses chances, mais la Tunisie, dernière, a encore une petite chance aussi de se qualifier. En groupe F, Gladys, Tanzanie, RDC et Zambie, Maroc à 21h, soit 20h GMT. Encore un groupe qui nourrit le suspense. Personne n'est à l'abri. Ce soir, la télécommande sera dans une main et la calculette dans l'autre. Je sais que vous allez trembler énormément. J'espère qu'on vous verra demain. On ne tremble pas. D'ailleurs, je vous donne un devoir pour demain, José. RDC, Ekolo Makassi.
devoir à rendre demain. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.